Bon mercredi, bienvenue dans le studio Albi Logis en compagnie de Michel et Éric. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On va avoir une belle soirée, messieurs, un beau programme double et on va mettre la table pour ce match entre les Leafs et les Caps. Et on doit parler un petit peu des Leafs parce que je le mentionnais d'entrée de jeu. On avait une belle séquence en l'absence du capitaine. On réussissait à se garder la tête hors de l'eau et à signer des victoires. Et là, étrangement, on se retrouve à Ottawa contre un grand rival où il doit y avoir de l'émotion et on se fait blanchir 3-0. Est-ce que c'est juste une petite roche sur le parcours? J'espère que c'est seulement une petite roche, mais quand je regarde l'alignement des Leafs de Toronto et je vois là, que là, Matthews manque énormément, et on remplace par Domi comme notre premier centre de l'équipe, là, je me dis, tiens, à Montréal, on parle beaucoup des centres du Canadien. On ne sait pas qui jouerait deuxième centre, troisième centre. Mais à Toronto, c'est pire. Parce qu'on sait que Tavares arrive à la dernière année de son contrat. Là, le joueur numéro 1 des Maple Leafs n'étant pas là, on le remplace par Domi, qui, lui, n'a pas marqué depuis le début de la saison. Grave problème. Qui aurait pensé qu'un des problèmes des Leafs serait l'attaque? Surtout à 5 contre 5, on a vraiment de la difficulté à marquer des buts. Dernièrement, c'était l'avantage numérique qui nous a un peu sauvés. Mais c'est sûr que cette équipe-là, il y a un changement de mentalité qui s'installe du côté des Leafs. On a un nouvel entraîneur et c'est ça que j'ai hâte de voir d'ici la fin de la saison. Comment on est en mesure de peut-être changer un peu l'attitude qu'on avait dans les dernières années sous les ordres de Sheldon Keefe? Parce que oui, on est axé sur l'attaque, mais en même temps, quand arrivait le temps des séries, on n'était pas en mesure de faire cette transition-là. Moi, je pense que Craig Berube, c'est vraiment son défi avec l'équipe, de s'assurer que les joueurs peuvent être en mesure de produire offensivement, mais être aussi fiables défensivement. Comment tu vois l'arrivée de Craig Berube, Michel, quand tu regardes l'équipe jusqu'à maintenant? On est bien positionné quand même au classement actuellement avec 20 points, deuxième dans l'Atlantique. Est-ce que tu sens justement, comme Éric le disait, ce changement de philosophie avec son arrivée? J'aime pas ce changement de philosophie parce que j'ai l'impression que Berube, là, veut diriger son équipe comme il dirigeait les Blues de Saint-Louis, mais c'est pas pareil. À Toronto, tu as 5-6 superstars. À Saint-Louis, tu n'en avais pas. Quand il a gagné la Coupe Stanley, il n'y en avait pas. J'ai l'impression que Berube veut diriger comme lui jouait. On se souvient comment lui jouait, là. C'est un travaillant, un bagarreur. Mais on dirait qu'il veut diriger de cette façon-là. Il est toujours de mauvaise humeur. Derrière le banc, il est toujours de mauvaise humeur. Il regarde ses joueurs comme si c'était ses ennemis. Ça ne fonctionne pas. J'ai peur pour l'avenir des Leafs de Toronto à court terme. Je suis pas sûr que Tavares ne reviendra pas l'année prochaine. Marner, je suis pas sûr, pas certain qu'il va demeurer à Toronto. J'aime pas l'attitude que l'entraîneur des Leafs prend. Moi, c'est drôle, Bergie. Je trouve qu'il y avait besoin de changer, de casser cette espèce de mentalité-là qu'on avait du côté des Leafs dans les dernières années, d'avoir du succès. On va le voir. On verra bien ce que ça va nous amener quand les séries vont commencer, parce que c'est là qu'on va être jugé du côté des Leafs. Mais moi, je pense que Berube aussi va s'ajuster. Lui, il est arrivé là avec ses intentions. Il était très ferme. C'est voici comment ça va fonctionner. Mais je pense qu'il va peut-être réaliser en cours de route qu'il va apprendre ses personnalités. Ah ouais, mais là, c'est après tant d'années, là, il faut qu'il apprenne, là. Ils ont été chercher, justement, parce qu'ils se sont dit, on va lécher un entraîneur qui n'aura pas à apprendre. Il va diriger l'équipe. Mais là, si tu me dis qu'il va apprendre... Pas apprendre. Moi, je dis qu'il va s'adapter à son équipe. Il va apprendre à les connaître davantage. J'aime mieux ça. C'est un plus beau mot, s'adapter. C'est ce que je voulais dire. Messieurs, on a vu un tableau où on voyait que l'attaque à 5 contre 5, on marque très peu de buts à 5 contre 5, mais en même temps, on n'accorde pas beaucoup de buts à l'adversaire. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de certains joueurs qu'on est allé chercher, Ekman Larson, on est allé chercher Tanev, est-ce qu'ils font une petite différence à la ligne bleue des Leafs? C'est sûr que oui, Bergie. Moi, je te dis, c'est deux très bonnes acquisitions. D'ailleurs, Ekman Larson va jouer son millième match. C'est quand même un gars, non seulement il vient de gagner la Coupe Stanley avec les Panthers, c'est un gars, on voyait son temps de jeu. Dans le cas de Tanev, on sait exactement ce qu'il fait. Il est deuxième dans la Ligue pour les tirs bloqués. Je sais que tu n'es pas un grand fan des tirs bloqués. Non, mais quand tu es un gardien, tu es un fan des tirs bloqués. Non, mais ces acquisitions-là étaient très importantes. Ouais. Très importante pour les Leafs, mais il manque un peu plus de ça. Ça prendrait aussi de la stabilité en défensive, quelqu'un qui pourrait jouer peut-être un 20-25 minutes par match, devenir une espèce de général. Mais il y a toujours quelque chose qui accroche avec les Leafs. Depuis tant d'années, on se dit, mais il y a toujours... Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas parfaitement. On a l'impression que la stabilité, ça ne fait pas partie de leur quotidien. C'est pour ça que Berube
Ah oui, c'est ça. Il va apprendre. Il va s'adapter. Imagine-toi, là. Ils ont été chercher un entraîneur d'expérience, mais là, il faut s'adapter. En tout cas. Bien, parlons, on a parlé de la défensive. Je veux qu'on parle également des gardiens parce que Joseph Woll était vraiment le gardien d'avenir. Bon, il s'est blessé. Et entre-temps, bien, Anthony Stolarz, oui, il a perdu hier à Ottawa, mais il est quand même la belle histoire du côté des Leafs. C'est lui qui se démarque. Vraiment. Puis, tu sais, n'eût été de Stolarz hier, moi, je pense que le match il aurait été vraiment peut-être 3-0 juste en première période. Donc, tu sais, moi, je regarde comment Stolarz se jouait l'année passée avec Sergei Bobrovsky. Il avait connu une excellente saison. Il avait même des meilleurs chiffres que Bobrovsky. Donc, c'était pas un gros risque pour les Leafs. Puis on devrait trouver un plan B parce qu'on connaît l'historique de Joseph Woll. C'est un gars qui se blesse énormément, un peu comme Matt Murray, un peu le même problème que Matt Murray avait. Et je te dirais que, Élie, je peux aller aussi loin et me dire que moi, le numéro 1, c'est Stolarz. Et Joseph Woll doit regagner son filet, ce qui n'est pas encore fait. Mais ça crée une compétition à l'interne. Moi, je pense que c'est bénéfique pour les Leafs. On va retrouver le collègue Félix Séguin qui sera à la description. Et j'aimerais qu'on commence avec les Kings qui vont très bien. Honnêtement, on les regarde au classement et on se dit ils se sont placés, ça va bien les choses du côté des Kings. Quand on regarde la formation, on regarde toujours Quentin Byfield. La relève du côté des Kings semble bien fonctionner. Byfield, on se questionnait à savoir, bon, est-ce que le changement de position va l'affecter? Comment vous le trouvez depuis qu'on a joué avec... l'aile, le centre? Bien, la réponse, oui, ça l'a affecté, clairement. Oui. On voit que, tu sais, on regarde l'année passée, il jouait avec Kopitar aussi, oui. Sur les trios. C'était sa meilleure saison dans sa jeune carrière. Et là, on s'est dit, bon, il est prêt à remplir un nouveau mandat, de retourner jouer au centre, parce qu'à la base, c'est un joueur de centre. Et c'était beaucoup plus difficile, je pense, qu'il s'attendait. Mais dernièrement, on doit dire là, qu'il commence à retrouver ses repères. 4 points ses 5 derniers matchs. D'ailleurs, il a marqué ses 2 premiers buts. Donc, on commence à avoir une production. Et pour que les Kings rentrent en série, c'est certain que lui, c'est un joueur qui doit commencer à lever son jeu d'un cran parce que Kopitar ne peut pas faire tout seul. C'est clair. Il y a également Alex Laferrière qui se démarque aussi, Michel. Laferrière, c'est une des raisons pour lesquelles on a échangé Pierre-Luc Dubois. Quand on a senti que Laferrière était prêt à prendre la relève, jouer ce troisième trio, à ce moment-là, on pouvait se départir de Dubois. Et écoute, ça demeure un jeune joueur comme certains des Kings. Et je suis persuadé qu'il va livrer un match en oui. Si on regarde l'Avalanche, on regarde les statistiques de la Ligue et on se dit McKinnon est le premier joueur à atteindre la barre des 30 points. Makar en a 24. C'est le premier défenseur au chapitre des points. Donc, les joueurs qui doivent performer performent au chapitre des points. Mais lorsqu'on regarde les différentiels avec un Makar qui est à moins 7, est-ce qu'il y a des statistiques qui vous inquiètent en ce moment du côté des vedettes? Il est trop tôt pour s'inquiéter. Oui. Dans le cas de Makar joue plus que 30 minutes par match. Il joue contre les meilleurs trios adverses. On sait que les buts marqués en avantage numérique ne fonctionnent pas dans les plus et moins. Je ne suis pas inquiet pour ce genre de statistiques qui me... Au contraire, ça me fatigue, ce genre de statistiques-là. Parce que Makar est toujours sur la patinoire. Même que lorsque l'équipe adverse retire son gardien de but ou l'Avalanche retire son gardien de but, si on marche, mais c'est un moins. Oui, mais je pense que beaucoup de ces moins-là qui sont arrivés, je te dirais, dans les premières semaines de la saison. C'est vraiment là qu'on a eu beaucoup de problèmes du côté de l'Avalanche. Dernièrement, on s'est replacé. Mais ce que ça me dit aussi, Bergie, parce que quand tu regardes les meilleurs marqueurs, que ce soit Middlestad, puis on pourrait descendre la liste, il n'y en a pas beaucoup dans les plus. Parce que l'Avalanche, malheureusement, c'est une des équipes qui accorde le plus de buts dans la Ligue nationale. Et là, on peut pointer Georgiev, on peut pointer plusieurs facteurs qui sont la cause. Mais c'est certainement un aspect de leur jeu qu'on doit améliorer. Des buts, on va en marquer, oui, mais on doit être aussi capable de diminuer le but qu'on accorde parce que c'est une des raisons qu'on voit les gars comme ça. Oui, et l'Avalanche n'est pas la seule équipe, par contre, messieurs, qui peinent peut-être à trouver leur rythme ou à se démarquer en ce début de saison. Il y a d'autres équipes qui en arrachent. On pense aux Pingouins, c'est clair, les Islanders, les Bruins également, ça c'est un peu impressionnant. Et les Prédateurs qui, encore là, avec toutes les acquisitions, c'est l'équipe qu'on ne pensait pas voir dans les bas-fonds du classement. Mais je veux qu'on parle aussi un petit peu des Oilers, de par le mouvement qu'ils ont fait avec Chris Knoblauch. L'an passé, ça fait 1 an hier, là, on a été rapide pour changer l'entraîneur quand ça allait pas bien après une mauvaise séquence. On a dit, c'est fait, on change d'entraîneur. Et ça a été payant, Michel, de l'arrivée de Chris Knoblauch l'an passé. On s'est rendu tellement loin en séries éliminatoires. Est-ce que parfois, tu sais, on pointe l'entraîneur-chef tout le temps, Michel, et des fois, on attend
janvier, février. De changer un entraîneur parfois rapidement comme ça pour établir un nouveau système très tôt dans la saison, ça peut être payant? Ça peut être payant, c'est évident. C'est dépendant comment l'entraîneur... Un bon entraîneur, c'est celui qui va s'adapter à l'équipe qu'il a sous la main. Tu sais, à un moment donné, là, parce qu'on parlait de Bérubé tantôt, lui, il veut diriger à sa façon. Mais dans le cas de Knoblauch, lui, il s'est adapté aux joueurs qu'il avait sous la main. Donc, ça n'a pas enlevé du temps de glace à McDavid, à Draisaitl. Et c'est important, ça. C'est important que l'entraîneur, à l'occasion, se retire pour faire la place à ses meilleurs joueurs. Tu parlais de Bérubé. Il ne faut pas oublier que Bérubé, quand il est arrivé à Saint-Louis, il est rentré comme ça, lui, en moitié de saison. Et il a amené... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné une Coupe Stanley. Donc, tu sais, il l'a déjà vécu aussi. Ça dépend. Je pense que tu as des entraîneurs, il faut que tu regardes le personnel que tu as. Ouais. Tu parles de Knoblauch, c'est un jeune entraîneur. Il est meilleur joueur dans la Ligue nationale. Il y a le meilleur joueur en McDavid. Tu as Draisaitl. Il a emmené Paul Coffey aussi derrière le banc. Moi, je pense que ça l'a aidé Evan Bouchard, entre autres. Fait qu'il y a eu quelques bonnes décisions de la part des Oilers et c'est là qu'on a vu ça lever. Restons avec les Oilers parce qu'il y a Connor McDavid qui s'approche d'un plateau tellement important des 1000 points. Je vais vous faire entendre une réaction 999, donc c'est là, ça s'en vient. Et on lui a posé... Ça sera pas long. Ça s'en vient, c'est chose faite. On lui a posé la question avant le début de la saison, comment il voyait ce plateau mythique. On l'écoute. Draisaitl est là, McDavid aussi, la passe, le tir et le but! Draisaitl! Et McDavid récolte un 999e point. It's a number along the way. Albi Logé avec Éric pour parler de cette première période. On va commencer par parler des Maple Leafs parce qu'on s'était un petit peu accroché les pieds. Hier à Ottawa, on a perdu, on s'est fait blanchir 3-0 du côté des Leafs. Ce soir, on était à Washington. Ouais. Et il faut présenter le but de McMahon, surtout pas pour le but, mais surtout pour le travail de Tavares. Oui, puis Tavares, tu sais, j'entendais Pat qui mentionnait qu'il connaît quand même un bon début de saison. Oui. Ce qui est intéressant pour Tavares, il y a plusieurs choses. Premièrement, de ce niveau-là, et on a vu son grand talent sur le but de McMahon. On va parler des Caps et on a parlé avant la rencontre de l'arrivée de Chychrun, à quel point ça a été une bonne acquisition du côté des Caps. Il joue avec Carlson et même Michel en parlait. C'est un très bon duo et même qu'ils appuient l'attaque. C'est un bon point, Bergie t'amenait. Et on voit comment, des fois, l'impact d'amener un défenseur. Moi, je trouve que c'est une bonne transaction parce qu'on a quand même donné Nick Jensen, qui est un défenseur complètement différent, un gars défensif, que clairement, les sénateurs ont jugé qu'il avait besoin. Mais dans le cas de Chychrun, c'est un gars qui après cette saison. Donc, ça serait intéressant de voir si on va le garder ou pas. Il ne faut pas oublier que l'année passée, il nous manquait un joueur. Fairvary avait joué avec Carlson. Sandin avait joué avec Carlson. Mais ce n'est pas des vrais top 2, si vous voulez. Je pense que Chychrun rentre exactement dans la bonne chaise. Et là, on a vraiment une bonne paire de défenseurs pour Washington. Là, il a été blessé, il a manqué quelques rencontres. Mais je pense que c'est un gars qui peut amener un petit peu plus d'attaque que ce qu'on était habitué dans le passé pour enlever un peu de pression, si vous voulez, à John Carlson. C'est clair. Tu nous as parlé de Dylan Strome avant la rencontre, à quel point il est le bras droit. T'en parles tout le temps. Et là, il a marqué ce soir un but important qui redonnait l'avance aux Caps. Le gabarit de ces trois joueurs-là sur le premier trio, tu as Protas à 6,7, Ovechkin 6,3, 2,35 et Strome, il est 6,3 à 220. C'est pas un petit premier trio et c'est pas évident à contrer non plus. Très beau but de leur part. Oui, merci, Éric. On va aller voir ce qui se passe dans la Ligue ce soir. Ce sont 5 duels. Michel, à quel point tu portes attention à des détails qui ne sont pas des détails. Des fois, on se contredit. Et là, est-ce qu'on est patient ou on n'est pas patient? Parce qu'il y a 2 semaines, Martin Saint-Louis n'avait plus de patience. La patience est limite. Mais là, hier, Kent Hughes, lui, on est patient. Oui, j'espère, Élie, que c'est pas de philosophie. J'ai passé par là. Je sais comment c'est difficile. Puis des fois, la relation entre le directeur gérant et l'entraîneur n'est pas toujours pareille. Donc, il faut faire attention. Puis Martin a dit que la patience a ses limites. Puis hier, au meeting des directeurs gérants, Hughes lui dit, il faut être patient. Là, à un moment donné, c'est évident que le coach n'est pas toujours avec le directeur gérant, avec le propriétaire, le président ou qui que ce soit au-dessus de lui. Mais là, il faut absolument que tout le monde soit sur la même longueur d'onde parce que Martin Saint-Louis, c'est difficile pour lui parce que, encore une fois, j'ai passé par là parce que après chaque match, tu retournes à la maison, difficulté à dormir, tu te remets en question. Parce que comme Martin a dit cette semaine, comme coach, je vais t'en gagner un autre match. Comme le marqueur qui ne marque pas, est-ce que je vais en marquer un autre? Donc, c'est difficile pour Martin Saint-Louis, puis on le voit là.
dans ses rencontres avec la presse. Il essaie d'être le plus gentil possible, là, mais c'est très, très difficile pour lui dans les circonstances. Oui, ça, c'est clair. Et il faut revenir sur l'intronisation au Temple de la Renommée. On a eu cette cérémonie lundi où on a vu, entre autres, Shea Weber être intronisé. Ça fait beaucoup parler. Il y a comme deux clans, des gens qui sont d'accord de le voir intronisé, d'autres qui se disent, bien, il n'a pas gagné de Coupe Stanley ou c'est beaucoup trop tôt. Où tu te situes, toi, Michel? Bien, moi, je trouve que c'est tôt. C'est tôt, là. Dès sa première année d'éligibilité, il arrive dans le Temple de la Renommée. C'est difficile. Mais encore une fois, hein, ça devient à l'occasion, je dis bien, parce que c'est vrai que Weber a connu une belle carrière. Ça devient un concours de popularité, finalement. Tu sais, je vois Jeremy Roenick, je faisais la comparaison aujourd'hui avec certains confrères. Vincent D'Anfous, Jeremy Roenick, Vincent a gagné la Coupe Stanley, Roenick n'a pas gagné. Donc, et Vincent n'est pas intronisé. Vincent n'est pas intronisé. Donc, à ce moment-là, je me dis, Colin, il y a de l'injustice à quelque part. Puis c'est vrai que l'aspect anglophone, tu sais, le Team Canada, comme on l'appelle, a beaucoup de pouvoir sur ses décisions. Et il y a une décision que moi, j'accepte pas, puis je comprends pas encore, Élie, c'est Jacques Demers. Jacques Demers qui a gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens, qui a été détenteur de 2 Jack Adams remis au meilleur entraîneur de l'année. Jacques Demers est dans un hôpital ici à Montréal, n'en sortira jamais. On ne pense pas à lui, on l'oublie même. Oui. On l'oublie même. C'est épouvantable. Moi, je dis que Jacques Demers, j'aimerais de son vivant, là, parce que Jacques passe des moments difficiles, qu'on l'introduise au Temple de la Renommée. C'est épouvantable. Encore une fois, il y a des décideurs qui prennent des décisions qui sont, pour moi, inacceptables. Puis Jacques Demers en est le parfait exemple. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec toi, Michel, c'est clair. Merci beaucoup. Le tour de quelques nouvelles au travers la Ligue. Renaud, on va commencer par notre fameuse émission du 1er juillet. Est-ce que ça pourrait un petit peu changer l'an prochain? Je te disais quelque chose, Elisabeth. Il va falloir qu'on se prépare des sujets. Beaucoup de sujets. Parce que, tu sais, depuis quelques années, tu sais très bien que des annonces, on les fait dès midi 5, et ça déboule jusqu'à 14 heures. Souvent, les plus gros noms sont signés dans les 2 premières heures. Ce qui arrive, c'est que les ententes ont été négociées avant le 1er juillet, donc avant le fameux début de l'ouverture du marché des joueurs autonomes à midi. Bill Daly, commissaire adjoint de la Ligue nationale, a rencontré tous les directeurs généraux hier à Toronto et il leur a dit la chose suivante, qu'il a un malaise de voir qu'il y a des contrats qui sont annoncés très tôt à l'ouverture des marchés. On n'a pas le droit de faire du tampering. Donc, du tampering, c'est de signer des ententes secrètes avec des joueurs qu'il va falloir commencer à penser à négocier le 1er juillet à midi et non avant. Donc, ça va faire en sorte qu'il faut s'attendre à ce que l'an prochain, là, qu'il n'y ait pas d'annonce qui soit faite très, très rapidement. À moins qu'il y ait des équipes qui décident de faire un pied de nez à la Ligue nationale, mais connaissant l'avertissement de Bill Daly qui dit qu'il pourrait y avoir des amendes et des choix de repêchage qui pourraient être perdus, je pense que les directeurs généraux risquent d'être... Oui, exactement. Okay. Là, on va être un petit peu plus prudent cette année. OK, c'est du sérieux à entendre Daly. Oui, madame. Parlons de Buffalo maintenant. James Reimer qui a été réclamé au ballottage, donc un retour pour lui à Buffalo. Oui, effectivement, mais ça, c'est un signe qu'il y a des choses qui vont mal dans cette organisation. D'abord et avant tout, il faut comprendre que dans le match de lundi, le gardien de but finlandais Ukko-Pekka Luukkonen, qui avait été nommé une des 3 étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale, rappelez-vous, a quitté après 2 périodes. On pensait que c'est une décision de Lindy Ruff, l'entraîneur, absolument pas, c'est qu'il est blessé. Il n'a pas recommencé à patiner depuis, mais Lindy Ruff a quand même dit qu'il serait probablement disponible demain. Sauf que James Reimer, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il ne faut pas oublier non plus que Devon Levi, les choses ne vont vraiment pas bien pour lui avec les Sabres cette année. Donc, on veut avoir un second gardien présentement qui va garder le fort chez les Sabres, qui va être de qualité. On pense que Levi connaît des problèmes. Alors, quelle est la suite des choses pour lui, Elisabeth? J'ai bien hâte de voir si on va le renvoyer dans les mineurs. Est-ce qu'on va tenter de l'échanger? Bref, ça, c'est un dossier à surveiller. Absolument. Et en terminant, le Canadien sera du côté du Wild demain. On aurait aimé ça, voir un petit affrontement entre 2 gardiens québécois. Montembeault, je pense, qui était celui qui aurait aimé encore plus que nous autres d'affronter Fleury.
Oui, exactement. Je vais parler justement de Marc-André ce matin, du genre de gardien qu'il est. Il dit, écoute, je ne l'ai jamais battu dans ma carrière. J'aimerais bien le battre demain, mais ça va être Philippe Gustafsson qui va être le gardien de but du Wild dans la rencontre. Il faut dire une chose, le Wild va revenir aussi un peu plus tard dans la saison ici à Montréal. Il faut s'attendre à ce que ce soit Marc-André Fleury qui soit devant le filet face aux Canadiens à ce moment-là. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, Elisabeth, c'est qu'on a grandi, toi et moi, en voyant des gardiens de but québécois s'affronter régulièrement dans la Ligue nationale de hockey. Et maintenant, c'est moins le cas. En terminant, Renaud, on aurait tellement aimé avoir un affrontement de gardiens québécois demain, mais ça n'aura pas lieu. Non, effectivement, Samuel Montembeault qui me disait ce matin qu'il souhaitait voir Marc-André Fleury devant le filet demain au Minnesota. Il dit, j'ai jamais battu Marc-André dans ma carrière. J'aimerais le faire au moins une fois, mais ça ne sera pas demain parce que du côté du Wild, on a annoncé que c'est Philippe Gustafsson qui va être devant le filet du Wild. Il faut comprendre aussi une chose, là. Il va y avoir un match du Wild un peu plus tard cette saison, ici même à Montréal. On peut s'attendre à voir Marc-André Fleury dans la formation. Pourquoi je te parle de ça? C'est que, bon, un peu plus tôt, je te parlais de Léveille. C'est un Québécois. C'est sûr qu'il a affronté Samuel Montembeault un peu plus tôt cette semaine, lundi en après-midi, en troisième période. Mais ça reste que on a grandi, toi et moi, avec plusieurs gardiens de but québécois qui se sont affrontés pendant des années. C'était la norme et maintenant, c'est un fait de plus en plus rare et c'est très malheureux. Alors, on n'aura pas la chance de voir ces deux-là, Montembeault, Fleury demain, mais peut-être lors, et souhaitons-le, c'est comme une obligation, je pense, de voir Fleury.